Bonsoir tout le monde et merci d'être venu. C'est une formule un peu usée que de dire d'être venu aussi nombreux alors qu'on n'a même pas suffisamment de chaises, mais tant mieux. Non, Jean Asselborn n'est pas occupé à chasser à ce moment-ci M. Orban de l'Union européenne. Il devait être des nôtres ce soir. Lorsque nous avons fixé cette soirée et fait venir nos invités de plus ou moins loin, et il devait venir ici de Minsk, où il était aujourd'hui, sur Luxembourg, mais il a une réunion demain à Paris de CETA, et voilà pourquoi il ne sera pas des nôtres. Nous avons eu, en tant qu'organisateur, une très longue entrevue avec lui la semaine passée, et je crois pouvoir dire que nous saluons son ouverture exemplaire vers la société civile. Nous avons des réunions très régulières avec lui. Nous avons des briefings devant les conseils justice et affaires intérieures. Donc, j'allais presque dire exemple à suivre pour d'autres ministres plus frileux. Nous accueillons donc Marc Angel, président de la commission parlementaire, qui embrasse les sujets de ce soir. C'est la commission parlementaire des affaires étrangères, du commerce extérieur et de l'immigration. Et nous souhaitons bien entendu la bienvenue à nos hôtes venant de l'étranger, venant de très loin, Aminata Traoré, ancienne ministre de la Culture du Mali. Venant d'à côté, François Gemène, universitaire spécialiste des migrations, qui nous fait aussi le plaisir de participer à ce débat. Et puis, est-ce qu'on peut dire Jean, issu du Sérail, Jean Feider, ancien ambassadeur, qui participe aussi à cette table ronde, sans table. Avant de donner le micro à Christiane Claire, journaliste à la radio socioculturelle, qui a bien voulu assumer la charge de modérer cette table ronde, permettez-moi de situer très brièvement cette soirée dans un contexte. Nous sommes 14 organisations de la société civile à promouvoir ces événements autour de migration et développement. Je crois que ce serait exagéré que de dire qu'au Luxembourg, on n'a pas d'expérience en matière d'immigration. S'il y en a un pays de l'Union européenne, c'est bien le Luxembourg. En plus, en ce qui concerne la coopération, je crois que nous n'avons pas non plus trop de leçons à recevoir avec, étant un des rares à atteindre le 1% du PIB consacré à la coopération. Ce qu'il y a peut-être de nouveau, c'est que d'approcher ces deux thèmes ensemble, qui sont manifestement liés, et c'est une démarche que, de la part du Cercle de coopération, nous essayons depuis un an à faire avancer, parce que c'est évident qu'il y a des liens. Donc c'est un groupe de travail du Cercle qui s'appelle donc Migration et Développement, et qui a pu trouver l'accord de tous ses partenaires pour cette soirée-ci. Depuis un an, l'asile et les réfugiés font partie de l'actualité ici et ailleurs en Europe. Plus précisément, l'Union européenne, il ne faut pas confondre l'Europe avec l'Union. Et ce soir, nous n'allons en principe pas aborder la question des réfugiés de guerre, ni l'accord de l'Union avec la Turquie, mais nous penchons sur celles et ceux qui, essentiellement de l'Afrique, se mettent en route vers le nord. Les raisons qui les poussent à traverser au péril de leur vie la Méditerranée pour être catégorisés par nos instances comme des réfugiés économiques qui seront en très large partie refoulés, expulsés, parce que la procédure d'asile n'est pas adaptée à leur situation et qu'il n'y a pas d'alternative de voie légale d'immigration. Après la table ronde, nous aurons l'occasion de continuer tous debout autour d'un verre la discussion. Et voilà, je laisse la parole à Christiane et je vous souhaite une bonne soirée.
Non, toujours. Ah si, ça va. Ça va. Donc, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux. On va passer une soirée qui va se dérouler en 3 temps. On va d'abord entendre les 4 intervenants, plus M. Hasselborn, avec lequel on a enregistré une petite intervention avant cette soirée. Donc, on va entendre les interventions des principaux intervenants qui vont durer environ 5 à 10 minutes chacun. Ensuite, on va avoir un round de questions entre nous, disons. Et pour finir, on va vous donner la parole également. On va essayer de laisser pas mal de temps pour les questions du public qui vont, je l'espère, être nombreuses. Et on va essayer de finir tout ça pour 10 heures ce soir. Voilà, donc on va commencer avec la première intervention qui sera celle de Madame Traoré, ancienne ministre de la Culture et du Tourisme du Mali, altermondialiste très engagée et auteur aussi d'un livre, entre autres, qui s'appelle « L'Afrique humiliée ». Je vous laisse la parole, Madame Traoré. Vous avez un micro ? Oui. Merci. Merci à vous tous d'être venus à notre rencontre. Je crois que ça a été dit, l'affluence rend compte de l'importance ainsi que de la gravité de la situation. Notre monde est confronté à une situation inédite et inattendue. Il n'y a aucune raison que nous soyons aujourd'hui face à la question de l'altérité, de l'en-soi, de l'entre-soi, d'ici et d'ailleurs. Où sommes-nous? Qui sommes-nous? Pourquoi partir? Disons que la question ne se pose pas en ces termes pour ceux qui ont le sentiment d'être envahis. Il en est ainsi parce que les choses sont faites de telle sorte que nos semblables ici, qui n'ont pas une lecture suffisamment approfondie de l'état des lieux là-bas, se posent la question de savoir pourquoi. Et je crois que vous êtes ici ce soir nombreux à vous demander pourquoi. Nous en avons longuement discuté. Il n'y a pas une cause. Il y a l'enchevêtrement de causes profondes pour la plupart d'entre elles. Mais malheureusement, au devant de la scène, nous avons essentiellement des hommes et des femmes, des politiques qui font de la surenchère, qui s'adressent à des opinions, qui n'analysent pas nécessairement. Je parle à partir d'un pays, le Mali, sahélien, enclavé, qui, historiquement parlant, est un pays de rencontres des ethnies, des cultures, des religions, un pays de brassage des cultures. Et un pays de départ. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Les Maliens sont des négociants. J'ai l'habitude de dire que si je suis altermondialiste, ce n'est pas parce que j'ai peur du commerce, mais je ne veux pas de ce commerce de dupes, du pillage et de la guerre sans fin pour le contrôle des ressources naturelles, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Mais malheureusement, il est extrêmement rare que dans l'examen de la situation, quand on voit sans arrêt ce spectacle infernal des embarcations remplies de gens qui se noient trop souvent, et il est extrêmement rare qu'on intègre la question centrale de l'économie et du modèle de développement, surtout le modèle de développement. On est ici pour parler de migration et développement. Si nous en sommes là, il est d'ailleurs des flux migratoires comme de la question sécuritaire, c'est parce qu'un modèle de développement économique a lamentablement échoué. C'est cet échec. Si ceux qui prétendent aider le Sud
acceptait enfin de constater qu'on nous a infligé, au nom du développement, un mode, c'est-à-dire des politiques de transformation de nos économies, de nos sociétés, mais de nous-mêmes. Parce qu'on veut transformer l'autre dès le départ. Et je le disais aujourd'hui à propos des Nations Unies, le dessein de ceux qui croient encore en leurs valeurs, leurs institutions, leurs sociétés, parce que tout est posé en ces termes-là. Lorsque ceux qui sont devenus frileux, parce que désinformés, prétendent que la présence de l'autre est une menace pour leur identité, la croissance et la stabilité politique. Et ces gens-là oublient que, en tout cas s'agissant de l'Europe, que l'Afrique, leur plus proche voisine, est aussi, en tout cas si elle ne l'est pas pour le Luxembourg, et la France et un certain nombre d'anciennes puissances coloniales, savent parfaitement que nous sommes d'abord une source prodigieuse de matières premières, nous l'avons toujours été, et qu'ils ont également puisé dans la force de travail de ce peuple noir, de la traite négrière à ce jour. L'Afrique a servi ce système. Et on arrivait à un stade où, je le disais aujourd'hui également, toutes les provenances ne se valent pas. On préfère, même si par la suite on a fini par dire les Syriens aussi c'est trop, mais les migrants indésirables, jetables, les plus redoutés sont les subsahariens. Et le racisme anti-noir fait une percée en ce moment à la faveur de ce phénomène parce qu'ils ont décidé de classer d'un côté les réfugiés politiques, ceux qui ont, disons, du fait de la guerre, on comprend qu'ils puissent partir parce qu'il y a la guerre, et les autres. Quand on parle de migrants économiques, il y a certainement des Européens, mais on pense surtout aux subsahariens et puis aux Maghrébins certainement. Mais je sais par expérience, à partir du Mali, où, souvenez-vous, le premier charter affrété par Pasqua, les 101 refoulés, les tout premiers expulsés, étaient des Maliens. C'était en direction du Mali. L'église Saint-Bernard, il y a eu tout un tas de trucs et des situations. Et en ce moment, dans l'imaginaire de l'Européen moyen, en tout cas du Français moyen, l'immigré, c'est le Malien. Bon, moi je me pose des questions. Pourquoi on s'est trouvé là? C'est parce que d'abord on est allé nous chercher. Après la Deuxième Guerre mondiale, on avait besoin, avant d'arriver à la Deuxième Guerre mondiale, les puissances occidentales ont eu besoin de soldats. Ils ont eu besoin de travailleurs malléables et corvéables, et donc pendant un bon bout de temps. Et puis subitement, ces gens qui sont venus, qui n'ont pas demandé à être là, et la deuxième et la troisième génération qui sont dans les banlieues aujourd'hui, on nous dit non, ça suffit, on arrête, et trop c'est trop, c'est eux ou nous, d'après Sarkozy. Mais pendant ce temps, la même logique économique qui fait que des modes de vie ici, je ne dis pas qu'on doit tout à l'Afrique, mais on doit beaucoup au sud d'une manière générale. Donc le pillage des richesses dans le cadre d'un modèle économique, un de nos amis, Yash Tandon, en parlait, dit que trade is war, le commerce c'est la guerre. Si ce n'est pas des interventions militaires au nom de la démocratie, des droits de l'homme, alors qu'on sait pertinemment maintenant que c'est essentiellement des guerres de positionnement pour le contrôle des ressources naturelles stratégiques, notamment énergétiques. Donc quand ce n'est pas ces guerres-là, c'est que le commerce lui-même s'est décliné. Le développement et le modèle économique et commercial donc, se décline en termes de guerre.
D'autant plus qu'on décide du prix du coton du Mali. Et en l'absence des Maliens, nous n'avons pas 36 000 choses dans le panier à exporter, mais on est contraint de libéraliser. On libéralise pour les conséquences qu'on redoute ici, c'est-à-dire le chômage, la paupérisation, beaucoup de tensions intercommunautaires. Pendant ce temps, des médias mensonges et véhiculent tout est acheté alors qu'on ne produit rien. On se retrouve dans cette situation économique où, après la chute du mur de Berlin, on a parlé et cet après-midi également du consensus de Washington qui consiste à vous dire que le marché c'est plus important que l'État. Il fallait de toute façon tout libéraliser. Et dans un pays comme le Mali, on avait une quarantaine d'industries embryonnaires. On a essayé, mais on nous a dit à un moment donné que ce n'était pas suffisamment rentable, qu'il fallait libéraliser. On s'est débarrassé de toutes ces industries. Donc pas d'industrie, pas d'emploi, une agriculture portant essentiellement sur le coton dont on ne décide pas du prix. Et tout cela mis bout à bout, il arrive un moment où les gens se disent on n'a pas le choix, il faut aller voir ailleurs. Nous allons tenter notre chance ailleurs. Madame Traoré, je vais vous interrompre ici, je suis désolée. On va revenir sur les différents points que vous avez abordés tout à l'heure. On va peut-être continuer à laisser la parole aux autres intervenants. Je peux conclure quand même. Je développais, si vous m'aviez dit une durée, j'aurais fait plus court. Donc je m'excuse d'avoir été long, mais je veux juste dire que on tourne autour du pot. On fait semblant de ne pas savoir. En fait, on sait parfaitement que les pays d'origine des migrants sont des pays pillés dans le cadre d'un modèle économique inégalitaire, structurellement violent. Voilà. Merci. On va poursuivre avec Monsieur Gemène, qui est professeur spécialiste en flux migratoires, professeur-chercheur à Sciences Po Paris et à l'Université de Liège. À vous la parole. Bonsoir, merci beaucoup. Je commence d'abord par mesurer la chance que j'ai d'avoir un siège assez confortable de surcroît. Et je vais commencer par rassurer tous ceux qui sont debout au fond. Je ne vais pas vous le cacher, ça risque d'être un peu pénible pendant 2 heures, mais à l'issue de la conférence, vous serez les premiers à être au bar. Et tous ceux qui sont assis confortablement devant devront faire la queue pendant de longues minutes avant d'avoir un verre. Plus sérieusement, aujourd'hui, 11 personnes sont mortes en Méditerranée. Et tous les jours, depuis le début de l'année, en moyenne, 11 personnes trouvent la mort en cherchant l'Europe. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où l'Europe est devenue la destination du monde la plus dangereuse, la plus meurtrière pour les migrants et pour les réfugiés. Depuis 2000, au bas mot, il y a 35 000 personnes qui ont perdu la vie noyées parce que leur embarcation a chaviré en Méditerranée. À peu près 80% des migrants dans le monde qui trouvent la mort sur leur parcours migratoire trouvent la mort sur leur chemin vers l'Europe. Depuis le début de l'année, depuis janvier 2016, c'est à peu près 3500 personnes qui ont perdu la vie. C'est un chiffre en augmentation de 23% par rapport à 2015, qui était pourtant déjà une année record, en augmentation de 52% par rapport à 2014. Ça veut dire qu'aujourd'hui, parmi ceux et celles qui embarquent vers les côtes italiennes ou grecques, il y en a un ou une sur 86 qui perdra la vie. Et si vous parlez à tous ceux qui ont mené des opérations de secours en Méditerranée
essentiellement aujourd'hui des organisations privées, tous ces gens qui ont travaillé sur les bateaux vous diront que ce chiffre est très largement sous-estimé. Car ce chiffre, et je m'excuse d'être un peu sordide, c'est uniquement le nombre des corps qu'on a repêchés et qui se sont échoués sur les plages. À ce décompte macabre, il faut ajouter les corps de tous ceux et de toutes celles qui ont coulé à pic au fond de la Méditerranée, qu'on ne repêchera jamais et que personne ne viendra réclamer. Et je pense qu'il faut pouvoir nous interroger collectivement sur ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons réussi à créer l'espace politique le plus prospère au monde, mais aussi le plus meurtrier pour ceux et celles qui cherchent à le rejoindre. Et je pense que c'est quelque chose qui doit questionner profondément le projet politique que nous voulons donner pour l'Union européenne. C'est quelque chose qui doit questionner profondément aussi notre humanité, je crois. Et quelque part, nous avons créé cet espace politique de paix et de prospérité en l'isolant du monde. L'ouverture des frontières intérieures de l'Union européenne s'est faite au prix d'un renforcement des frontières extérieures de l'Union européenne. Aujourd'hui, jamais sans doute, les frontières extérieures de l'Union européenne n'ont été aussi étanches, n'ont été aussi hermétiques, surveillées y compris par des navires de guerre de l'OTAN. Et pourtant, jamais dans son histoire récente, l'Europe n'avait été confrontée à un afflux aussi massif de migrants et de réfugiés auxquels elle est incapable de répondre. Le leadership et le courage politique de certains pays, l'Allemagne et la Suède en tête, n'a pas débouché sur un consensus politique dans l'Union européenne. Les propositions qu'a pu faire la Commission européenne, qui proposait un début de commencement d'ébauche de réponses politiques et plus seulement policières et sécuritaires à la question, ont été rejetées en bloc par les gouvernements des États membres. Et nous trouvons aujourd'hui dans un monde où s'érigent de plus en plus des murs et des barrières pour séparer les hommes, pour distinguer ce qui est nous et ce qui est eux. J'avais 8 ans à la chute du mur de Berlin en 1989, et je me souviens que chacun jurait la main sur le cœur que plus jamais on érigerait des murs pour séparer les peuples les uns des autres. Nous sommes aujourd'hui, à peine une vingtaine d'années plus tard, et depuis on a érigé, au dernier des comptes, 36 murs et barrières pour séparer les nous et les eux. Les dernières sont dans des endroits tout à fait improbables, entre le Maroc et l'Algérie, entre la Finlande et la Russie. Et donc, par rapport à cette ambition universaliste et cosmopolite qui avait accompagné la chute du mur de Berlin et les débuts de la présidence de Bill Clinton aux États-Unis, nous nous retrouvons aujourd'hui dans un monde fragmenté, renfermé sur ses frontières, arc-bouté sur des logiques de souveraineté nationale qui refusent toute forme de coopération sur ces sujets qui pourtant par nature appellent une coopération internationale. Et il me semble qu'il y a quelque chose de terrible à constater ce décalage entre cette logique de fermeture des frontières, comme si des frontières fermées allaient empêcher les migrations, entre ce fantasme politique absolu qui voudrait voir la frontière comme un instrument d'ajustement des flux migratoires, comme s'il était possible de contrôler qui va et qui vient en fermant et en ouvrant une frontière, comme si c'était une frontière ouverte qui allait décider les gens
à quitter leur pays, et comme si c'était une frontière fermée qui allait au contraire empêcher les gens de passer. On sait historiquement que ce n'est pas le cas. On le sait sociologiquement. Tous ceux qui vont prétendre que c'est en fermant les frontières qu'on va contrôler, maîtriser ou juguler l'immigration méconnaissent profondément les réalités de la migration, la force du projet migratoire qui va pousser les uns et les autres à quitter leur pays pour chercher asile, protection ou simplement une vie meilleure dans un autre pays et souvent en Europe. Et donc je crois qu'il faut pouvoir s'interroger aussi sur ce totem de la frontière, sur le fait que ce renfermement, que cette érection de murs et de barrières est avant tout un signal qui est envoyé à ceux qui sont à l'intérieur plutôt qu'à ceux qui sont à l'extérieur, et que le but, c'est bien de marquer cette distinction, alors que la réalité, au-delà du signal politique aujourd'hui, c'est que ces frontières fermées tuent 11 personnes chaque jour. Et je pense que le défi collectif qui nous attend en tant qu'Européens, mais aussi, et j'ose le dire, en tant que citoyens et citoyennes du monde, c'est de reconnaître que ces migrants et ces réfugiés que nous continuons à nous obstiner à vouloir trier en fonction de leurs motifs de migration, que nous obstinons à vouloir confiner dans leur situation d'étrangers, que nous obstinons à vouloir échanger comme des marchandises que l'on pourrait renvoyer à l'expéditeur, ces migrants et ces réfugiés, ce n'est pas des eux, c'est aussi une partie de nous-mêmes en tant qu'humanité commune, et je crois que c'est le défi qui nous attend toutes et tous pour le XXIe siècle. Merci. Merci. Donc on va continuer avec Monsieur Feider, qui, je pense, on n'a plus besoin de le présenter. C'est un grand expert de la coopération internationale, ancien ambassadeur, auteur du livre L'Infin tue. Je vais vous présenter un peu le message qui a été élaboré au sein d'un groupe de travail dont j'ai fait partie, qui a été établi au sein du Cercle des ONG, le groupe Migration. Nous avons travaillé durant plusieurs mois l'année dernière sur la thématique migration et développement. Nous avons mis au point un document avec ce titre, Migration et développement, qui devrait être disponible quelque part sur une table ici. Et nous avons voulu également mettre un petit peu ce message au centre de la conférence de ce soir, et j'ai été invité à vous le résumer brièvement. Alors je commence, nous connaissons la tragédie en Méditerranée, ça a déjà été dit, de plus en plus d'Africains risquent leur vie pour venir en Europe et trouver une vie meilleure. Ils fuient pour échapper à la pauvreté, à la faim et à l'absence de perspective. Comme cela a été déjà dit, plus de 23 000 personnes sont mortes en Méditerranée au cours des derniers 15 ans et plus de 3 000 déjà en cette année 2016. Dans notre plateforme d'ONG, nous disons que les pays occidentaux ont aussi une grande responsabilité pour cette situation en Afrique à cause des politiques néolibérales, des causes de libéralisation, des échanges et des marchés qui ont été imposés depuis des décennies aux pays africains. Et nous demandons une autre politique de développement et de commerce. En quoi consiste cette politique de libéralisation? D'abord, je voudrais souligner que l'immigration commence avec l'exode rural. Ce qu'on a trop tendance à oublier. On pense que les gens viennent des villes, il y a une urbanisation qui se fait de plus en plus rapide en Afrique, mais en fait, tous les gens qui se trouvent dans les bidonvilles en Afrique sont des gens qui viennent des milieux ruraux. Et il y a un exode rural massif, quelques 50 millions de personnes, des paysans et leurs familles, quittent au niveau mondial la campagne pour chercher une nouvelle existence, souvent illusoire,
dans les bidonvilles. S'il y a peut-être plusieurs causes qui expliquent cette situation, nous estimons qu'il y a une cause fondamentale que je résume par les stratégies erronées. C'est-à-dire qu'à partir des années 1980, beaucoup de pays en développement, surtout africains, s'étaient endettés, et ce n'était pas de leur responsabilité. Ils ont dû s'adresser à la Banque mondiale et au Fonds monétaire pour avoir de nouveaux crédits qui leur ont été octroyés sous la forme de programmes d'ajustement structurel. Ces programmes reflètent, cela a déjà été dit, le consensus de Washington qui dit pour l'essentiel que c'est le marché privé qui sait le mieux assurer l'allocation des ressources dans l'économie et que par conséquent, l'État se retire partout où seulement c'est possible de l'économie. Appliqué à l'agriculture dans ces pays, cela a donné les résultats suivants. Premièrement, les gouvernements ont été amenés à privatiser toutes les entreprises publiques de production agricole. Deuxièmement, ils ont été amenés à supprimer toutes les subventions et toutes les aides qui jusque-là avaient été données aux paysans. 3, ils ont été amenés à se concentrer sur une agriculture où ils avaient une valeur ajoutée particulière, c'est-à-dire produisaient de plus en plus du café, des bananes, de l'huile de palme, des fleurs, etc. Quand il s'agit en plus de manger quelque chose, alors nous vous recommandons d'ouvrir vos frontières et d'importer à bon marché de tels produits dont vous pourriez avoir besoin pour vous nourrir. Alors, appliqué à l'Europe et aux pays de l'Afrique de l'Ouest, aux anciennes colonies africaines, cela se traduit par le schéma suivant, où je vous montre les tarifs douaniers dans l'Union européenne et dans ces pays de l'Afrique de l'Ouest, qui, à mon sens, est une politique de 2 poids et 2 mesures. Vous voyez, en bleu, ce sont les tarifs douaniers que nous, Européens, nous appliquons depuis des dizaines d'années à nos produits agricoles sensibles, c'est-à-dire aux céréales, à la poudre de lait, aux produits sucrés et aux viandes. Par contre, à travers ces programmes d'ajustement structurel, les pays africains ont été amenés à libéraliser et ont dû s'en tenir à des tarifs douaniers extrêmement bas, 5% pour les céréales poudre de lait, 20% pour les produits sucrés et les viandes. En d'autres termes, ils n'avaient plus les moyens de protéger efficacement leurs petits producteurs contre la concurrence étrangère. Et ce schéma-là est encore aggravé maintenant, je vais y revenir plus tard, avec l'entrée en vigueur peut-être prochaine de nouveaux accords bilatéraux avec les pays africains, les programmes de partenariats économiques par lesquels les pays doivent s'engager à consolider leurs tarifs douaniers, donc à ne pas les augmenter, et même pour certains d'eux, à les abaisser encore davantage. Conséquence de cette politique, premièrement, évidemment, si vous amenez les États à baisser les tarifs douaniers, il s'ensuit une diminution des recettes de l'État. Et donc, tous ces États africains ont de moins en moins été en mesure de poursuivre, même pas améliorer, leur budget pour l'éducation, la santé et l'économie. En parallèle, on a négligé de plus en plus l'agriculture. Dans ce schéma-ci, vous voyez la part de l'aide publique au développement qui a été réservée à l'agriculture depuis 1980, où elle représentait 20%. En 2004, elle se limitait à 4%. Si vous vous demandez où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui avec cette part de l'aide publique au développement pour l'agriculture, eh bien, j'ai consulté les statistiques de l'OCDE, nous ne sommes toujours qu'à 5%, y compris ici au Luxembourg. Ce qui est tout à fait paradoxal si on sait que l'agriculture assure le travail pour 60% des populations en moyenne en Afrique, et que c'est là que vous trouvez les populations les plus défavorisées, les plus pauvres et ceux qui souffrent le plus de la faim. Ce n'est pas seulement l'agriculture qui a été affectée par ces politiques de libéralisation, le secteur industriel l'a été également.
En 2004, nous avons supprimé l'accord multifibre dans le domaine textile. Résultat, dans beaucoup de pays africains, les industries textiles qui se trouvaient dans de nombreux pays comme le Sénégal, la Zambie, toutes ces industries ont disparu, ont été ruinées. Et aujourd'hui, le textile en Afrique, ils viennent à bon marché de la Chine ou bien les Africains obtiennent des vêtements de seconde main qui leur sont envoyés par les Européens. 2012, une étude du Bureau international du travail à Genève a établi qu'entre 1980 et 2004, l'Afrique a perdu 22% de ses emplois industriels. Cette situation est maintenant encore aggravée par la conclusion en 2014 des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les différentes régions africaines. S'agissant de l'Afrique de l'Ouest, Concorde, qui est la plateforme des ONG à Bruxelles, a établi un rapport qui, pour l'essentiel, dit les choses suivantes. Ces accords sont maintenant soumis à ratification au Parlement européen. Ils ont été conclus sous la pression des Européens. Ils prévoient la libéralisation de 82% de tout le commerce. Il aggrave la situation des pays africains car le commerce sera encore plus libéralisé malgré les grands écarts de compétitivité entre les économies des deux parties. Ils vont rendre encore plus difficile l'intégration régionale. Ils consolident les tarifs douaniers déjà très bas pour beaucoup de produits agricoles et pour certains, comme pour la poudre de lait et pour les céréales, les tarifs sont réduits encore de 5 à 0%, alors que nous maintenons les nôtres, comme je l'ai dit, à des tarifs extrêmement élevés. Ce rapport dit qu'il y aura une nouvelle perte de recettes douanières pour les États africains. Il constate également que la société civile, tant en Afrique de l'Ouest qu'en Europe, est opposée à cet accord et le rapport que ces accords ne contribuent pas donc au développement. En conclusion, il recommande aux parlementaires de ne pas ratifier cet accord et que l'Afrique de l'Ouest devrait continuer à bénéficier d'un accès libre au marché européen sans être obligé à ouvrir son marché aux produits européens. De nouveaux développements sont intervenus il y a 2-3 mois. Imaginez-vous, maintenant au mois de juin, la Commission a dit aux États africains, si vous n'arrivez pas tous à signer ces accords d'ici le 1er octobre, sachez qu'on va vous supprimer votre accès privilégié à notre marché européen. Donc, c'est une nouvelle pression qui est exercée. On peut se demander, est-ce que nous sommes ici en présence d'un partenariat ou est-ce que c'est finalement peut-être quand même une nouvelle forme de néocolonialisme qui est en train de s'exercer? Conclusion, nous estimons, avec notre groupe Migration et Développement, que l'Union européenne devrait soutenir l'agriculture familiale et organique dans les pays en développement, arrêter ses exportations de produits alimentaires comme viande de poulet, concentré de lait et de tomates sur les marchés des pays en développement à des prix dumping qui ruinent les conditions d'existence de millions de petits paysans et de leurs familles. Nous, Européens, nous devrions revoir notre politique commerciale afin de permettre, ce qui est essentiel là-bas, une régulation des économies et une protection des petits producteurs agricoles et industriels des pays en développement. En d'autres termes, suivre une voie similaire du développement que celle que nous, Européens, nous avons suivie durant des siècles et que des pays comme la Chine et la Corée du Sud ont suivi durant des décennies avant d'arriver au niveau de développement qu'ils ont connu plus récemment. L'Union européenne, en conclusion, devrait assurer mieux la cohérence des politiques prévues par le traité de Lisbonne, en particulier donc dans le domaine du commerce et du développement. Nous, Européens, nous nous permettons d'appliquer chez nous, dans le domaine agricole, une souveraineté alimentaire. Pourquoi la refuser aux pays en développement? Pourquoi la refuser aux pays africains? Et je vous remercie de votre attention.
Merci, Monsieur Feider. On va maintenant laisser la parole à Monsieur Marc Angel, qui est le président de la Commission parlementaire des Affaires étrangères. Merci beaucoup. J'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs de m'avoir invité. Je parle debout parce que je me prends plus important que mes collègues, mais juste une question d'habitude et une question de respiration. Avec mon gros ventre, quand je suis assis, je n'arrive pas à bien parler, donc c'est pour ça que je me permets de parler debout. Je suis content que vous m'avez invité en tant que remplaçant de Jean Asselborn. Cette décision a été prise déjà lundi. Ce n'est pas à cause de son courage qu'il a démontré hier en dénonçant des pratiques dans certains pays et de sa critique dans certains pays européens qui n'est pas ici. Il est en mission, Serge l'a bien expliqué, donc c'est depuis lundi que je sais que je peux venir ici et ça, je vous en remercie de m'avoir donc invité. Je suis président de la Commission des Affaires étrangères qui traite aussi des questions européennes, qui traite des questions de développement, coopération, d'immigration et de défense. Cela nous permet de vérifier un certain nombre de dossiers et de vérifier aussi en tant que parlementaire, de veiller à la cohérence des politiques. D'ailleurs, on collabore beaucoup avec nos députés européens, surtout M. Charles Goerens, qui est présent souvent dans les réunions aussi, et qui est un acteur important au Parlement européen, et l'interaction entre parlements nationaux et Parlement européen dans ces questions de développement et aussi dans les questions de migration, je crois, est très important. D'ailleurs, pendant notre présidence de l'Union européenne, aussi bien le gouvernement, le ministre Schneider qui a essayé d'être présent dans d'autres conseils, dans le conseil JAI par exemple, pour établir justement le lien entre développement et migration. Nous le faisons aussi au niveau parlementaire et au niveau, pas seulement parlements nationaux, mais aussi un échange entre les parlements nationaux de l'Union européenne et le Parlement européen, parce que vous savez que le Parlement européen, en tant que co-législateur, a un rôle important à jouer, surtout aussi dans les questions de développement. Pour moi, en tant que parlementaire, des réunions comme celle-ci sont très importantes parce qu'il est important que nous côtoyions le monde académique. Donc, le professeur, c'est important pour nous, mais à côté du monde académique, c'est très important aussi pour nous de côtoyer la société civile. Nous invitons d'ailleurs le Cercle des ONG une fois par an au sein de notre commission pour discuter de la cohérence des politiques. Et c'est un échange très fructueux. Et je me réjouis vraiment de voir qu'il n'y a pas seulement les dirigeants des ONG, mais qu'il y a vous tous qui sont derrière les ONG. C'est ça qui me rend très heureux ce soir, de voir que les ONG, ce n'est pas seulement quelques fonctionnaires, mais que c'est énormément de gens qui sont derrière. Et c'est un signal très important, je crois, le succès de cette réunion. Et donc, le contact de la société civile est très important, et je crois que de par vos vies antérieures, Madame Aminato et aussi Monsieur Jean Feider, vous savez aussi que c'est très important ce contact, mais vous savez aussi d'un certain... vous savez aussi que le point de vue des ONG est très important, mais qu'il y a aussi d'autres points de vue qu'il faut prendre en considération, et ce n'est pas toujours facile en tant que politique, en tant que ceux qui doivent prendre des décisions, d'allier toujours tous ces points de vue. Le sujet de ce soir, dans le nexus migration et développement, est important et tout le monde le dit, on ne peut pas voir la politique de développement d'une façon isolée. Mais il n'y a pas seulement le nexus développement et migration, il y a le nexus développement-sécurité, il y a le nexus... tout cela sont des questions importantes et je crois que la nouvelle agenda post-2015 ou l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable sont une bonne piste à suivre pour améliorer la situation qui n'est pas au beau fixe comme l'ont expliqué mes prédécesseurs. D'ailleurs, le 22 septembre, j'ai organisé une commission jointe avec la commission de l'environnement, la ministre de l'Environnement, le ministre de la Coopération pour discuter de la mise en œuvre des 17 ODD au Luxembourg et comment on peut faire un suivi parlementaire de cela. Il y a des comités interministériels qui s'en occupent et c'est important de discuter cela aussi au niveau parlementaire et d'avoir un échange par après avec la société civile sur ce sujet. Donc il y a des interactions entre les sujets migration et développement, mais il est important aussi de ne pas confondre les budgets. Et pour cela, j'aimerais vous rappeler
je vais quand même rappeler quelques faits qui sont importants et je crois que le Luxembourg n'a pas besoin de se cacher et c'est pour ça que je veux les citer ici. Le Luxembourg n'inclut pas les dépenses pour l'accueil des réfugiés dans l'aide publique au développement. Alors que les critères du 4 de l'OCDE le permettraient, nous ne le ferons pas. Il y a une question parlementaire qui a été posée là-dessus. Et vous voyez le montant assez élevé. Si on le faisait, on ne le fait pas. Les dépenses pour la lutte contre le changement climatique ne sont pas calculées dans l'aide publique au développement. Le Luxembourg n'a pas dévié des fonds vers la facilité de l'accord Union européenne-Turquie de son aide publique au développement. Je crois que c'est quelque chose qui est important à souligner. Et à Bruxelles et au sein de l'Union européenne, et nous le savons parce que les ministres viennent nous rendre compte en commission, je peux dire qu'à Bruxelles, la plupart de tous nos représentants, que ce soit nos diplomates et que ce soit nos ministres, ils veillent à ce que les fonds destinés à la coopération au développement ne soient pas détournés de leur destination. Mais il me semble quand même aussi évident que dans un agenda de développement durable qui est quand même très global, les différentes politiques doivent sortir de leurs silos respectifs, ce qui entraîne donc des nouvelles interactions. Donc la cohérence des politiques est quelque chose qui me tient à cœur, qui tient à cœur à la politique luxembourgeoise et à vous aussi. Et cela fait maintenant 12 ans que je suis de près la politique de coopération au Luxembourg. Il y a eu 4 ministres, il y a eu plusieurs directeurs, et que la politique de coopération du Luxembourg, elle est entièrement vouée à une des principales causes de la migration, c'est-à-dire le manque de perspective, la pauvreté et l'insécurité. Et parce que notre action se concentre sur trois grands axes, la santé, l'éducation, la formation professionnelle et donc le développement rural. Mais nous le savons tous, et j'aimerais aussi peut-être évoquer ça, je suis pour ça content qu'il y ait un professeur, un académicien qui est ici, que rien ne garantit que plus de développement implique moins de migration. Il y a des études qui ont été faites, et je crois que quand on voit la situation dans les pays de l'Europe de l'Est, où il y a eu quand même depuis la chute du mur de Berlin un formidable développement. L'Union européenne a mis beaucoup d'argent et pourtant il y a énormément de gens qui quittent. Donc il faudrait peut-être aussi voir que le développement ce n'est pas la seule raison pour pouvoir remédier à des mouvements de migration. La migration économique en provenance du continent africain s'intensifie, nous le savons. Le nombre des morts, c'est effrayant, nous l'avons entendu. Ce qui m'effraie, que cette année, il y a eu déjà plus de morts. On est au mois de septembre, maintenant il y a déjà eu plus de morts que l'année dernière. On n'en parle pas trop dans la presse, c'est étonnant aussi, mais bon. Alors, certaines questions ont été abordées l'année dernière au sommet de la Valette entre l'Europe et l'Afrique. Ils se sont mis d'accord de prendre davantage en compte la migration et la mobilité, mais les dossiers n'avancent pas beaucoup parce qu'au sein de l'Union européenne, les pays ne s'entendent pas. Il y a d'autres vues dans certains pays de Visegrad que Luxembourg ou la France ou l'Allemagne, et c'est pour ça que ça n'avance pas. Et du côté africain, il y a aussi des désaccords quand on parle de politique de réadmission, un terme que je n'aime pas trop, mais bon, qu'il faut aborder quand même, et tout cela freine ce mouvement. Mais aujourd'hui, ce qui était bien, ce qui était positif, pour ceux qui ont écouté le discours sur l'Union de M. Jean-Claude Juncker, il a annoncé que non seulement le fonds d'investissement européen est doublé pour l'Europe, mais qu'on va créer aussi un fonds de développement extérieur qui permettra donc aussi à développer de la même façon que le plan Juncker ici en Europe, le développement dans nos pays partenaires et surtout dans les pays de l'Afrique. Monsieur Arnel, oui, j'ai plus de détails. Je ne vais pas aller dans les détails. Je peux en parler après. Si quelqu'un a des questions là-dessus, j'ai quelques informations plus précises là-dessus. Je vais sauter tout cela. Je vais juste citer encore, je vais dire que l'Europe doit mieux gérer la migration et il s'agit avant tout d'un impératif humanitaire. C'est ça qui a été dit aussi aujourd'hui à Strasbourg au Parlement et je peux souscrire à cela. Je crois que nous sommes tous d'accord et je me réjouis d'avoir un échange avec vous et de pouvoir peut-être répondre à une ou l'autre question par après. Voilà, merci beaucoup. Peut-être après sur les APE.
préparer aussi. Merci. Merci. Les causes structurelles sont économiques, que le modèle de développement économique mis en œuvre au Mali, mais au-delà du Mali, ce modèle n'a pas vocation à développer nos pays de fait de son extraversion. Nous exportons essentiellement des matières premières que nous ne transformons pas localement, donc il n'y a pas de possibilité de création d'emplois. Et les premières usines qu'on a essayé de mettre en place, on nous a demandé tout simplement dans le cadre des politiques d'ajustement structurel de nous débarrasser de ces usines-là. Donc les multinationales ont fait main basse sur l'Afrique. Et par le truchement de toutes les coopérations bilatérales, multilatérales, internationales, et l'une des raisons pour laquelle je m'investis en faisant de la provocation dans le cadre de l'élection du successeur de Ban Ki-moon, c'est que Ban Ki-moon, d'abord depuis Kofi Annan, il y a un véritable virage libéral de l'ONU. L'ONU, et à travers ses agences de développement, a cru certainement en la thèse de Fukuyama, c'est-à-dire la fin de l'histoire. Tout le monde pensait que c'est le marché point barre. Donc, il y a une privatisation de l'éducation, de la santé, tout est à double vitesse. Ceux qui ont quelques moyens vont dans les écoles privées, les cliniques privées. Bon, ceux qui n'ont pas de moyens peuvent aller dans les hôpitaux, comme ils peuvent s'approvisionner sur les marchés, dans des médicaments périmés, tout le reste. Donc, il y a une convergence, une conjonction de tout un tas de problèmes. Mais là où le bas blesse, c'est que ces questions ne sont pas débattues. C'est-à-dire que Au sein du Mali ou au-delà? Au-delà du Mali. Il n'y a pas une politique malienne, il y a une politique de développement dans le cadre de relations nord-sud qui veut que les vieux pays industrialisés en perte d'hégémonie aujourd'hui reviennent, s'il le faut, par les armes, se repositionner et permettre à leurs entreprises de gagner, y compris dans la guerre. Parce que la lutte contre le terrorisme aussi, c'est sur fond de transactions et de marché, de passation de marché entre l'ONU et des entreprises privées dans le cadre de l'aménagement, du maintien de la paix. C'est tellement invraisemblable tout ça. C'est-à-dire, il se passe tellement de choses par-dessus la tête des citoyens ordinaires. On s'étonne que ces gens, et vous prenez le nord du Mali, on est passé à la COP 21, mais d'abord, le problème de toute cette bande sahélienne, c'est un problème de climat. Mais personne ne parle du climat. Avant AQMI et tout le reste, les premiers départs et les grandes sécheresses des années 70 et 80 ont fait de telle sorte que les gens, de toute façon, ne pouvaient plus continuer à vivre là-bas. Mais cela n'a pas empêché d'appliquer les programmes du FMI et de la Banque mondiale dans toutes ces régions, que ce soit des zones relativement prospères ou pas. C'est les mêmes politiques économiques, le recouvrement des coûts partout. On a demandé à l'État de se désengager. Alors dans les familles pauvres, les enfants vous disent « je préfère partir plutôt que de voir ma mère mourir de faim ». Donc ils partent avec les bénédictions. Dans leur tête, dans l'imaginaire et leur cœur, ils sont persuadés qu'en montant dans ces bateaux, avec la bénédiction de leur mère et la volonté de s'en sortir, ils vont s'en sortir. Voilà. J'aimerais bien enchaîner avec M. Faider, justement. Je pense que vous devriez être assez d'accord avec ce que Mme Traoré vient de dire. En même temps, ça fait des années que vous êtes engagé dans la question de la coopération internationale. Est-ce qu'on n'a pas vu quand même quelques progrès dans tout ce temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout n'est pas noir. Il y a en Afrique également des résistances. Sachez que la Commission européenne a soumis cet accord de partenariat économique avec la CEDEAO au Parlement européen pour ratification. C'était au début de l'année dernière. La Commission a voulu que le Parlement ratifie ça vers le milieu de l'année dernière. La Commission a été amenée à reporter la date
de ratification par le Parlement européen déjà 5 fois. Pourquoi? Mais parce qu'il y a 2 pays dans cette région, la Gambie et surtout le géant économique, le Nigeria, qui n'ont toujours pas signé et qui n'ont pas l'intention de signer. Le président du Nigeria était au Parlement européen en février dernier. Il a dit en substance, nous, au Nigeria, on veut s'industrialiser. Sachez qu'avec cet accord que vous nous proposez, on ne va pas réaliser cela. Donc, on ne peut pas signer. Donc, je crois que c'est un élément très intéressant. Sachez également qu'il y a un pays comme le Kenya qui, à travers des niches qu'ils ont trouvées dans les règles de l'OMC, est parvenu à augmenter le tarif douanier pour le lait en poudre de 20 à 60%. Résultat, aujourd'hui, le Kenya est devenu autonome dans la production de lait et même capable d'en exporter. Ce que je trouve très positif également, c'est que les parties, les personnes les plus affectées, les paysans, sont en train de s'organiser. Je constate qu'il y a de plus en plus de coopératives agricoles, de paysans locaux, locales, régionales, et même des plateformes régionales comme celles qui existent avec le ROPA en Afrique de l'Ouest et qui existent également dans les autres parties de l'Afrique. Je trouve que tout cela est très positif et nous, ici au Luxembourg, avec les organisations non gouvernementales, belges, françaises, luxembourgeoises, nous organisons régulièrement des rencontres entre cette plateforme du ROPA avec des représentants à Bruxelles de la Commission, du Conseil, du ministre et du Parlement européen. Je trouve que c'est un travail qui me semble très important et quand même un petit peu prometteur. Je termine par une dernière réflexion. Monsieur Marc Angel a parlé de l'agenda sur les objectifs du développement durable. C'est un agenda qui a été adopté en septembre dernier par 190 chefs d'État et de gouvernement du monde entier, y compris par M. Bettel et en présence de Mme Disch-Purch et de M. Roman Schneider, notre ministre de la Coopération au Développement. Actuellement, les efforts sont en cours pour appliquer cela. C'est un agenda qui a été élaboré par les gouvernements. Moi, je comprends que le gouvernement, maintenant, veut l'appliquer. Est-ce que la société civile doit aveuglément marcher derrière et approuver à 100%? Sachez que dans l'objectif 17, il y a 17 objectifs dans cet agenda. Dans cet objectif 17, il est précisé que s'agissant des règles commerciales dont j'ai parlé, rien ne va changer. On va continuer avec les mêmes règles selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Donc, sur ce plan-là, rien ne va changer. Et nous devons, comme société civile, nous poser la question, si tel est le cas, Mme Traoré peut dire son opinion également, est-ce que nous allons avancer? Est-ce qu'on va connaître un développement? Et donc, je crois qu'il y a là une question extrêmement grave et importante qui reste posée. Et je voudrais inviter toutes les organisations non gouvernementales, dans cette salle et ailleurs, de réfléchir à cette question-là et de voir comment on peut se positionner par rapport à cet agenda. Merci. Monsieur Angel, qu'est-ce que vous répondez à Monsieur Feider? Je voulais quand même lui dire que ces 17 objectifs de développement durable, cet agenda 2030 n'a pas été créé dans une chambre noire. Cela a été longuement débattu. Même la position européenne, il y a eu des consultations publiques de la part de la Commission européenne pour définir la voie. À New York, et il y a eu beaucoup de réunions antérieures. Pendant des années, on a travaillé là-dessus. Donc, ça, c'est ma vue, ça, c'est les rapports que moi j'ai lus là-dessus, que ce n'est pas uniquement sorti de la plume d'hommes et de femmes politiques, mais que beaucoup d'autres, des gens du terrain, les académiciens comme vous, les gens du terrain comme vous, ont participé aussi à l'élaboration de ces 17 objectifs du développement durable.
Ça, je voulais juste souligner. Et mon expérience avec les accords de partenariat économique, j'ai toujours été très critique. Vous pouvez relire ça dans mes discours de la coopération qui ont eu lieu tous les ans. Mais je constate aussi, parce que nous recevons dans notre commission aussi des représentants des pays partenaires, des ministres, des diplomates qui ont participé à ces réunions. Et moi, je constate aussi que les APE de 2004, au début de la commission Barroso I, avec le commissaire Mendelssohn et le commissaire Michel, où la dimension développement était très, très minime dans ces APE, qu'il y a eu quand même des avancées et que les Africains savent eux aussi négocier et sont des négociateurs très durs. Et je suis content qu'au Nigeria et en Gambie, il y a encore des réticences et on va encore continuer à négocier, mais il ne faut pas faire non plus comme si ces gens-là ne pourraient pas négocier et qu'ils se laisseraient tirer. Et je crois que ça, c'est mon expérience personnelle et c'est pour ça que je dis il y a toujours plusieurs points de vue qu'il faut prendre en considération. J'ai d'ailleurs été content aussi de rencontrer des producteurs de café péruviens. Toi, tu étais présente à la réunion que la Chambre de commerce péruvienne avait organisée, où un petit producteur de café m'a dit qu'il est content maintenant qu'ils peuvent aussi participer avec sa coopérative à un marché qui était avant réservé aux grandes multinationales. Et donc, c'est comme Jean dit, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc non plus. Il faut parfois se trouver des solutions au milieu, mais c'est ça une remarque que je tenais quand même à faire et je suis toujours critique envers les APE, mais je vois quand même aussi des avancées. Et on est loin de les ratifier, on est très très loin de les ratifier. Le processus de ratification va durer 4 à 6 ans si jamais ils seront signés. Et pendant toute cette période de ratification, il y a encore d'énormes préférences qui restent garanties et des temps de transition. Donc, mais bon, on n'y est pas encore et c'est ça que je voulais encore ajouter. Merci. Madame Traoré, votre position par rapport aux APE et aux négociations qui ont eu lieu? Non, c'est-à-dire que moi, je pense que le fossé entre les politiques et des gens comme nous autres, des mouvements sociaux, le fossé abyssal. Et je ne peux pas m'imaginer. Moi, je me dis, j'ai suivi de très près l'Europe quand elle a décidé de faire de 2015 l'année européenne du développement. C'était pour rendre compte de tout ce que, en tout cas à l'intention des opinions publiques européennes, c'était pour les rassurer en disant « Voyez ce que nous faisons en matière de développement ». Et ironie du sort, c'est 2015 qui a été l'année la plus terrible pour l'Europe du fait de ces 2 crises majeures, migratoires et sécuritaires. Donc cela veut dire que la réponse est venue d'elle-même. Pendant que les politiques à Bruxelles voulaient, c'était une opération de communication, montrer que le développement marche et que l'aide marche, du fait de leurs ingérences dans les affaires en Afrique et au Moyen-Orient, ils se sont retrouvés devant cette situation. Alors logiquement, on se dit, si nous voulons vraiment nous en sortir, il est temps qu'on appelle un chat, nommer les choses. Que l'Europe se dise qu'on ne peut pas continuer à tourner autour du pot. Et que ces gens, ces êtres humains, c'est d'êtres humains qu'il s'agit, qui meurent par milliers, qui quittent malgré eux, parce que non seulement ils n'ont pas envie de venir, si la situation s'améliorait de manière radicale dans leur pays d'origine, je vous assure que beaucoup retourneraient. C'est de cela qu'il s'agit avec les APE. Le Nigeria est un pays emblématique. C'est quand même le pays où Boko Haram sévit. C'est le pays où, du fait de la chute du prix du pétrole, on va au-devant d'énormes problèmes. Je ne peux pas comprendre qu'on s'obstine à imposer au même Nigeria des accords de partenariat économique quand le chef d'État du Nigeria vient vous dire « ce n'est pas possible, on ne peut pas tenir ». Alors que veut l'Europe? L'Europe ne veut pas d'attentats, l'Europe ne veut pas de migrants, mais l'Europe ne veut pas faire de telle sorte que les gens vivent dignement de leurs richesses, parce que ce pétrole, l'uranium, toutes ces richesses-là appartiennent quand même à ces peuples.
Merci. Je vais en venir à Monsieur Gemène. Vous avez une de vos idées, c'est d'ouvrir plutôt les frontières et de dire c'est pas une utopie. Est-ce que c'est pas aussi est-ce que c'est de l'optimisme, disons? C'est une idée en tout cas. Le problème aujourd'hui de la question de l'ouverture des frontières, c'est que c'est une question qui n'est même pas posée dans le débat politique. Et que c'est une idée qui apparaît volontiers comme une sorte d'utopie naïve ou un peu idéaliste, en tout cas tout à fait impraticable. Et la thèse que je soutiens, c'est que cette question de l'ouverture des frontières serait au contraire la solution, à mon sens, la plus pragmatique et la plus efficace pour répondre aux défis de la migration aujourd'hui au XXIe siècle. Ça permettrait d'atteindre plusieurs des objectifs qui sont considérés aujourd'hui comme prioritaires par les gouvernements de l'Union européenne. Ça permettrait bien entendu, en premier lieu, de mettre un terme au drame humanitaire en Méditerranée, et cet argument seul devrait nous conduire à ouvrir davantage les frontières, ou en tout cas à pouvoir rétablir des voies de passage sûres vers l'Union européenne, parce qu'il faut bien comprendre que si les gens embarquent sur des bateaux de fortune, c'est parce qu'ils ne peuvent pas prendre l'avion. Et s'ils ne peuvent pas prendre l'avion, c'est parce qu'ils n'ont pas de visa qui leur permettrait d'embarquer et d'arriver en vie en Europe. C'est aussi la solution la plus directe et la plus efficace pour lutter contre les passeurs. Aujourd'hui, une des priorités numéro 1 des gouvernements, c'est la lutte contre les passeurs qui de plus en plus sont organisés en réseaux criminels. Mais il faut bien comprendre que tant que les frontières seront fermées et qu'il y aura autant de gens qui auront absolument besoin de franchir ces frontières, eh bien ces gens auront besoin des passeurs. Et le paradoxe, c'est que les migrants et les réfugiés sont évidemment les premières victimes des passeurs, mais ont aussi absolument besoin des passeurs. Et tant que l'on continuera dans cette logique de fermeture des frontières et de lutte contre les passeurs, en réalité, on ouvrira grand les portes au business des passeurs. Tout ce que l'on fait en matière de fermeture des frontières ou des routes migratoires, cela ne fait qu'apporter de l'eau au moulin du business des passeurs, qui est aujourd'hui devenu le 3e trafic illégal au monde, derrière le trafic d'armes et le trafic de drogue, avec, il faut le dire, cette facilité déconcertante qui fait, je m'excuse de parler en termes très crus, qui fait que, contrairement au trafic de drogue ou d'armes, lorsque vous perdez la marchandise, personne ne vous la réclame. Il y a également un objectif économique. Tous les économistes s'accordent à dire qu'une plus grande libéralisation du marché du travail ferait gagner des points de croissance. On peut avoir une discussion, et je partage largement les objections qui sont faites quant au mantra de la croissance comme objectif systématique. Reste que ça permettrait effectivement d'assurer des points supplémentaires de croissance économique, qui est un objectif aujourd'hui partagé par beaucoup de gouvernements. Et contrairement à ce qu'on croit souvent, l'ouverture des frontières ne se traduirait pas par une moindre sécurité du continent européen. Et on confond souvent l'ouverture des frontières avec la suppression des frontières. On confond souvent la fin des visas avec la fin des passeports. Aujourd'hui, l'Union européenne a en quelque sorte confié les clés de sa politique migratoire aux passeurs. Ce sont les passeurs qui décident qui arrive, quand, où, à quel prix et dans quelles conditions. Si les gens pouvaient venir en avion, c'est aussi la manière de mieux les contrôler et de mieux savoir qui entre et qui sort. Aujourd'hui, ce chaos aux frontières de l'Europe, ce chaos meurtrier, c'est un chaos que l'Union européenne a laissé s'installer en poursuivant mordicus une politique de fermeture des frontières qui ne marche pas depuis au moins 20 ou 25 ans. Et donc il faut tuer dans l'œuf cette idée que plus d'ouverture des frontières, ça voudrait dire moins de sécurité. Ça veut au contraire dire plus de sécurité parce qu'on saurait mieux qui entre et qui sort. Et donc pour ces 5 arguments pragmatiques et rationnels, je crois que nous devons aller vers l'ouverture des frontières, pas du tout comme une sorte d'utopie idéaliste, mais comme une solution pragmatique et rationnelle aux défis que pose la migration aujourd'hui, parce que je crois que c'est le meilleur moyen aussi de reconnaître
qu'aujourd'hui les migrations sont un élément structurel et structurant du XXIe siècle. Et nous nous plaçons toujours dans une optique réactive par rapport aux migrations parce que nous restons prisonniers de ce que j'appelle le paradigme de l'immobilité. C'est-à-dire d'imaginer que dans un monde idéal, les gens resteraient chez eux. Alors vous avez deux versions de ce paradigme. La version de gauche qui consiste à dire il faut lutter contre les causes des migrations, il faut développer davantage l'Afrique, il faut lutter contre les guerres, réduire les inégalités. Nous sommes évidemment d'accord. Mais le but de ce discours, qui s'exprime notamment lors du sommet de La Valette, c'est que les gens restent chez eux. Où on va dire au gouvernement africain, on va vous donner quelques milliards d'euros et en échange, vous gardez vos gens chez vous. Et l'optique, je dirais, de droite ou plus nationaliste, c'est de dire nous allons renforcer les frontières pour empêcher les gens de passer, alors qu'on sait bien que cela ne marche pas. Et je crois que le défi qui nous attend, c'est d'accepter que la migration est à la fois une réalité structurelle du XXIe siècle et aussi un droit fondamental de chacun et de chacune. Et tant que nous ne reconnaîtrons pas cela, nous continuerons à penser les migrations comme des anomalies dans le système international. Nous continuerons, tant à gauche qu'à droite, à voir les migrations comme un problème à résoudre, voire même comme des crises à gérer quand les nombres sont plus importants que d'habitude. Il en résulte un vide politique abyssal dans lequel s'est engouffrée l'extrême droite, et je crois que le défi de toutes les forces démocratiques, des chercheurs, des associations, des politiques et des médias, c'est de construire ensemble un projet politique sur l'asile et la migration qui ne soit pas juste une réaction à un agenda politique et médiatique capturé par l'extrême droite depuis le milieu des années 80. Non, je pense que le travail de déconstruction de la pensée dominante qui s'impose aujourd'hui et passe également par cette histoire de passeurs. Et moi, quand j'ai vu à la veille de la Valette et que l'Europe n'est identifiée, c'est-à-dire que la question des passeurs semble être... on les traite de tous les noms, c'est le problème. Et ils ne peuvent pas ignorer ce que Jean a exposé, proposé. Ils ne peuvent pas ignorer, et comme je l'ai dit, ce que le pape François, ce pape que moi j'adore, parce qu'il a le courage de nommer les choses, lui, quand il dit qu'il n'y a pas de guerre des religions, mais c'est une question d'argent, de profit et de pillage, c'est de cela qu'il s'agit. Mais l'Europe ne peut pas scier la branche de l'arbre sur lequel elle est assise. Donc l'Europe parle des passeurs. Pourquoi je m'arrête sur la question des passeurs? Parce que c'est une question d'offre et de demande. Les passeurs ne naissent pas comme ça, ex nihilo. Je sais que certains des migrants refoulés qui n'ont pas pu passer, l'échec du projet migratoire entraîne la création de ce business qui s'appelle faire passer les gens. Des jeunes me disent, nous n'avons pas pu passer, mais nous connaissons le chemin. Si cela peut nous permettre de gagner notre vie, on devient passeur. Donc, on ne peut pas faire de la question des passeurs la solution. Le nœud du problème, c'est le modèle de développement. Un modèle inégalitaire, raciste, sexiste et eurocentrique. C'est ce modèle qu'il faut remettre en question. Donc, deuxièmement, il faut déconstruire la question de la migration. Ce n'est pas moi, comme je vous ai dit, l'immigration et nous, c'est une longue histoire. Ce n'est pas la Malienne qui va dire qu'il faut... Moi, je dis il y a émigration et émigration. Vous parlez d'immigration. Nous parlons d'émigration. Ce que moi-même je trouve inacceptable aujourd'hui, c'est l'émigration forcée. Il y a le fait de vouloir partir. Je partirai à tout prix. Mais ne pas qu'il n'y ait pas d'alternative au départ. C'est ça qui pose problème. Celui qui part n'a pas envie de partir, ses parents n'ont pas envie qu'il parte. Mais il va se trouver dans l'obligation de partir parce que ce système ne crée pas plus d'emplois ici en Europe que là-bas. C'est ça le fin fond du débat. Alors si nous étions entre égaux, si les Occidentaux considéraient que tous les peuples sont égaux, les nations, l'égalité des nations, on devrait poser les problèmes dans les mêmes termes. Le débat politique devrait être au même niveau, mais on ne traite pas des mêmes choses. On dit aux nègres et aux arabes, allez voter, même si vous avez 150 partis politiques, ce n'est pas grave, votez.
Et si ça ne se passe pas bien, on vous enverra les militaires pour régler tout ça. Ou alors on vous dira à la CPI. Alors, nous, on dit que et la question, et ce n'est pas l'alternance politique, c'est l'alternative au développement, à ce modèle de développement, et moins d'ingérence et d'arrogance. Monsieur Angel. Moi, je voulais revenir à ce que le professeur a dit, et je peux souscrire la plupart de ce qu'il a dit, que les frontières plus ouvertes ne sont pas des frontières qui ne sont pas sécurisées. Et j'aimerais encore ajouter une autre chose. On est dans un déni de notre situation démographique en Europe, et beaucoup de pays sont dans ce déni. Nous sommes maintenant 8%, la population européenne est 8% de la population mondiale. Bientôt, nous ne serons plus que 5%. Et aujourd'hui, nous avons encore 4 personnes jeunes pour une personne de 65 ans, et dans 30 ans, cela a changé, il n'y aura plus que 2. Donc, il faudrait aussi, la politique, et je m'inclus là-dedans, on devrait aussi parler des aspects positifs de migration et d'avoir plus de gens d'autres. Est-ce que c'est vraiment le cas actuellement? Pardon? Est-ce que cet aspect positif, est-ce qu'il est vraiment un sujet actuellement en Europe? Est-ce que de quelle manière vous le soutenez? C'est très difficile de l'aborder. Je sais que à Bruxelles, les représentants luxembourgeois souvent essayent de pousser ce projet, mais c'est entre les pays. C'est pas toujours Bruxelles qui sont les mauvais, mais c'est les pays membres qui ne veulent pas en discuter, qui ne veulent pas faire des concessions, qui sont dans ce déni. Et certains pays, j'ai pas besoin de vous dessiner une carte de l'Europe, vous les connaissez, et c'est pour cela qu'on avance qu'à très petits pas. Quand je vois maintenant les nouvelles initiatives d'élargir le champ d'application de la carte bleue, c'est des tout petits pas. Maintenant, nous changeons ici aussi notre loi pour donner aux travailleurs des pays tiers la possibilité d'avoir un regroupement familial. Il ne faut pas attendre 1 an comme c'était le cas avant. Ça, c'est des tout petits pas. Mais si tout l'électorat dans tous les pays de l'Europe serait représenté, si cette salle, l'attitude de cette salle représentait l'électorat européen, on avancerait beaucoup plus vite dans ces questions. C'est ça un peu un problème aussi. C'est très difficile. On est confronté à des populismes grandissants. Et il faut aussi ne pas nier tout cela. Hein. Vous voyez, la politique que vous reproche Madame Traoré ou Monsieur Faider ou aussi Monsieur Gemène, elle est quand même pas issue des populismes montants, même s'ils sont une réalité. Non, mais si on essaye Là, vous avez tout à fait raison, ce n'est pas la faute aux populistes qu'on est là, mais quand même aussi, si je vous donne un exemple, l'année dernière, en Allemagne, quand les premiers réfugiés sont arrivés, et il y avait la Willkommenskultur, si vous avez fait un sondage, 80% des personnes auraient dit oui, c'est bien. Si vous le faites aujourd'hui, il y aurait d'autres résultats. C'est aussi la faute qu'on n'a pas donné assez de moyens pour s'occuper de l'intégration et de l'accueil de tous les gens qui sont arrivés. Je suis d'accord. Mais il y a quand même une opinion publique qui est là, qui existe, et nous voyons les résultats dans les élections, et nous voyons comme c'est facile pour les populistes d'utiliser la peur des gens pour monter au pouvoir et pour gagner des élections. Monsieur Faider, on est actuellement en discussion. On discute beaucoup sur d'autres traités de libre-échange. Je parle du TTIP ou du CETA. Je sais que ça va un peu plus loin que la discussion ici. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour renverser la donne, en fait ? Vous savez peut-être que j'étais longtemps représentant de Luxembourg à Genève auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Là, la grande donne était évidemment le Doha Round, qui a été lancé en 2001, peu après les événements de New York. Et après 10 ans, ce round de négociations qui devrait un peu rééquilibrer les règles de l'OMC en faveur des pays en développement étaient tombées dans l'impasse. Je ne vais pas vous dire pour quelles raisons, mais le fait est que
lorsque cette impasse se dessinait, on constatait qu'il y a de plus en plus d'accords commerciaux bilatéraux qui sont négociés. Et l'Union européenne, s'agissant des pays en développement, n'est pas seulement en train de terminer ses accords de partenariat économique, elle est également engagée dans des négociations commerciales avec des pays comme l'Inde, un groupe de pays comme le Mercosur en Amérique latine, avec d'autres pays. J'étais aux Philippines au mois de juillet, au début août. On nous a appris également qu'un mois avant l'entrée en vigueur, avant l'entrée en fonction du nouveau président, la Commission a tenu à encore lancer des accords de libre-échange avec les Philippines. Nous avons rencontré l'ambassadeur de Belgique qui a dit « Je ne comprends vraiment pas pourquoi on a voulu forcer l'ouverture des négociations si peu avant l'arrivée de ce nouveau président. Et par ailleurs, nous a-t-il dit, je ne vois pas très bien l'intérêt pour les Philippines d'un tel accord de libre-échange. » S'agissant du TTIP et du CETA, c'est évidemment une autre paire de manches qui est en cours. Et vous savez quelle est la position de la société civile. Il y aura une manifestation le 8 octobre pour rappeler pour quelles raisons la société civile estime que ces accords sont contraires à la démocratie, mais sont aussi contraires à beaucoup d'acquis dans le domaine social, de l'environnement, des droits de l'homme, etc. Ce que ces accords risquent d'avoir comme effet négatif pour les pays en développement, c'est que là, on est en train d'établir de nouvelles normes pour le commerce international, y compris pour des domaines que les pays en développement jusqu'à présent ont toujours refusé. Accès au marché public, par exemple, propriété intellectuelle. Tout cela va être soumis à de nouvelles règles est négocié actuellement dans le TTIP et se trouve également inclus dans le CETA qu'on veut maintenant nous faire ratifier, signer et ratifier. Et donc, il y a de nouvelles normes, de nouveaux standards qui sont établis, et je crois que cela est également voulu. Une fois que ces accords seraient là, on pourrait dire aux pays en développement, regardez ces belles nouvelles normes que nous avons établies, nous vous invitons maintenant à nous asseoir à une table de négociation et à voir comment on peut intégrer ces nouvelles normes dans nos relations commerciales également. Voilà un petit peu les risques qui se posent pour les pays en développement, à côté évidemment d'un impact qui pourrait être négatif pour certaines importations africaines, au profit peut-être de produits américains, je ne sais pas, mais en tout cas, il n'est pas garanti du tout, bien au contraire, que ces accords pourraient être d'un avantage pour les pays en développement. Merci. Personnellement, je vous remercie beaucoup du fait d'être là aujourd'hui pour cette conférence. Personnellement, ma question ici s'adresse à Mme Traoré. C'est vrai que les chiffres et toutes les dates qu'on a données, il est juste qu'on peut dire que les accords multilatéraux signés entre l'Afrique et l'Union européenne ont une part de responsabilité dans tout ce qui se passe actuellement en Afrique. Mais est-ce que vous ne pensez pas personnellement qu'il y a certains dirigeants africains, ce n'est pas tous les dirigeants, mais certains dirigeants africains qui ont aussi une part de responsabilité dans tout ce qui se passe? Parce que lorsque vous voyez quand même certains dirigeants africains, comme au Gabon, ou bien comme M. Robert Mugabe, qui est au pouvoir depuis 30 ans, avec vraiment des politiques économiques qui ne marchent pas, et que ces dirigeants africains, quand même, ils ne savent pas faire la différence entre les fonds publics et leurs comptes personnels, quels que soient quand même les millions et les millions d'aides européennes ici qui sont votées pour envoyer en Afrique pour le développement, si vous avez quand même des dirigeants corrompus qui ne connaissent pas vraiment la différence entre une aide, ils développent ça. Je crois qu'on va tous une penser cette situation. Est-ce que vous ne pensez pas que les dirigeants africains n'ont pas vraiment une part de responsabilité dans tout ça? Ils ne doivent pas aussi prendre les responsabilités afin vraiment de créer ici des politiques adéquates pour mettre tout ça en œuvre. Je suppose que c'est une question qui s'adresse à Madame Traoré. Oui, je voudrais qu'on soit clair. Vous savez, personne ne peut accepter que dans l'État
actuelle de déliquescence de nos économies et la corruption soit institutionnalisée. Mais la question que je vous pose, c'est la pauvreté du débat politique en Afrique tourne autour de ça. Nous ne pouvons pas décrocher de ces questions de leadership africain. On a l'impression que nous, tous les mauvais, les dirigeants les pires de la planète sont noirs, sont africains, et c'est pour ça qu'on ne s'en sort pas. Non, je reviens là-dessus parce que ça revient trop souvent. Ça revient trop souvent. Quand je finis de parler, on y dit « et nos dirigeants ». Moi, je dis, je ne peux pas parler pour toute l'Afrique. Mais j'ai connu un président de la République, Modibo Keïta. Dieu seul sait tout ce que nous, il est adulé par les Maliens, comment il a fini. Je ne vais pas vous parler de Patrice Lumumba ni de Thomas Sankara. Tous ceux qui ont essayé, tous les dirigeants africains, voilà. Comment on est parvenu à massacrer physiquement, à déstabiliser tous ceux qui ont voulu faire autre chose. Mais aujourd'hui, le matraquage médiatique est fait de telle sorte que nous, on ne nous considère plus puisque nous-mêmes, on abonde dans ce sens à tel point que nous ne voyons qu'un dirigeant. Et quand un dirigeant part, vous le remplacez par l'autre, quelques années plus tard, on vous dit que celui-là aussi est mauvais, il faut l'enlever. Mais qui vous parle du marché? Qui vous parle de la dette? Qui vous parle des matières premières aux Africains? Personne. Notre niveau de connaissance de ces questions-là, ça vole au ras des pâquerettes. Donc nous sommes en train de faire une démocratie au rabais, où on fait des femmes et des pauvres du bétail électoral pour changer. Et la France, jusqu'en 1998, la France est intervenue 68 fois militairement pour changer des dirigeants, pour faire venir ou changer. Depuis la boule, après la boule maintenant, c'est les élections qui permettent de les changer. Et si les changements ne vont pas dans le sens de leurs intérêts, ils vous disent de les enlever. Aujourd'hui, vous savez, j'ai décidé de ne pas m'investir dans ce débat. Je suis d'accord avec vous, il y a un problème. C'est-à-dire le peu qu'il y a, si on le gère correctement, on peut atténuer nos souffrances. Mais il ne faut pas donner l'impression que le problème numéro 1, c'est un problème de leadership. Vous n'avez pas de leadership dans un système dominé par les multinationales. Ce sont les multinationales qui gouvernent. Prochaine question au fond de la salle. Well, my question is about the Syrian refugees and the international protection that it takes from 1 year and maybe sometimes more, over than 1 year. And especially for the people who came through relocation program with the United Nations from Greece, as us, we came through this program. Thank you. So if I understood you right, you say it takes very long for your dossiers to be, yes, we are aware of it, and the ministry has employed many more people, but still they have made tremendous efforts. But there is also a tremendous rush of people coming, so it's not so easy to do all these interviews, and this it's a long procedure. And I know we have changed the law that we try to have it within 6 months, and we are not able to do it yet. But I always hear that they try to have more people to do it, and but it's good that you recall it, and we know it. But Mr. Asselborn probably knows it also, but. I think I've been many times in this ministry, and those people who are working there, they're doing hard work and they're trying to do their best, but probably there is a lack of people there, and you're right to name it, but it's not that they are lazy there and they don't do anything, that they work very hard, and it's not always easy, all the dossiers they have to take care of. Je me présente, je suis Marcel Marigot, je viens du Sénégal, d'origine malienne. Et donc, quand je vous écoute, je suis très touché parce que vous osez dire les choses telles quelles. Les organisateurs aussi, je crois que la présentation qui a été faite a fait un résumé exact de ce qui se passe en Afrique. L'Afrique ne sera jamais développée par des Occidentaux. Ça, on doit tout simplement comprendre pour toujours. Jamais. Ça ne va jamais se produire. Et pour cela, moi je pense que le plus important, c'est d'être franc avec soi-même. D'abord, c'est de travailler, d'éduquer les enfants et
de n'encourager jamais la corruption. Donc, les accords les APE, au lieu d'imposer des règles aux Africains, moi je pense qu'il faudra d'abord commencer par la lutte acharnée contre la corruption. Il y a des corrompus, il y a des corrupteurs. Il y a des banques aussi qui acceptent. Et récemment, avec la lutte contre le blanchiment d'argent, ça c'est une nouvelle tournure de choses, mais qui date très récemment, qui a permis le pillage à tout bout de champ de l'Afrique. Donc pour moi, le plus important, c'est que les Africains se ressaisissent et qu'ils se disent que nous, certes, on a été torturés, certes, on a été piégés, on a été victimes de toutes sortes de pratiques, mais on est toujours debout, sans prendre revanche, sans se venger, sans se victimiser. C'est dire aujourd'hui, c'est le moment de se lever et de dire qu'on est capable de tout. Je suis fils de paysan. J'ai galéré comme tout le monde. L'immigration clandestine m'est venue en tête, dans la tête de pas mal de mes cousins qui aujourd'hui sont en Espagne, qui ont pris l'argent de leur papa qui était commerçant de cola à Kaolack, des millions pour payer des passeurs. Il y a un qui est décédé. Les autres sont en Espagne. Jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à prendre en charge leur famille. Je pense que là, c'est un exemple concret que personnellement, j'ai vécu. Donc, pour lutter contre l'immigration clandestine des Africains de l'Ouest, disons aux multinationales qui pillent en Afrique, qui refusent de payer des impôts, d'arrêter et d'être francs avec eux-mêmes. On ne peut pas vider les assiettes de l'autre côté et être tranquille ici. Je reprends les termes d'une dame sénégalaise qui l'a dit. Tant que l'Afrique continuera à être pillée, l'Europe n'aura jamais sa tranquillité. Et l'Afrique aussi ne sera jamais développée par l'Europe. Je vous remercie. C'est une question qui résume peut-être les choses, enfin, telles que je les vois. Est-il exact que l'Union européenne dépense plus en subventions pour soutenir son agriculture dans le cadre de la politique agricole commune que d'aide au développement? J'ai une question à Madame Traoré. Je voudrais savoir quelle est votre opinion sur la proposition de Monsieur Gemène, je pense qu'il s'appelle Gemène, oui, oui. Sur l'idée d'ouvrir totalement les frontières de l'Europe. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour les pays? La raison pourquoi je vous demande est que nous faisons des formations pour une bonne douzaine pour des ressortissants d'une bonne douzaine de pays du subsaharienne et d'autres pays du tiers-monde. Et ces gens viennent pour faire des formations et ça ne dure pas longtemps jusqu'à ce qu'ils viennent dans mon bureau pour me demander est-ce qu'il n'y a pas moyen, vous avez un poste là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de continuer de rester dans votre pays? Ça, c'est une chose. L'autre, moi j'ai enseigné pendant 12 ans au Nigeria. Je l'ai donné des cours à beaucoup plus, au-delà d'une 1000 personnes. Et je peux vous assurer qu'il y a toujours, après chaque leçon, il y a ces discussions sur « j'ai vu sur votre site internet un poste et est-ce qu'il n'y a pas moyen, etc. » Alors ce que je me demande, qu'est-ce qui se passe alors si on ouvre les frontières totalement? Qui va venir? Et je peux vous dire qui va venir. Si vous regardez la situation d'Ebola qu'on a eu maintenant en Afrique, il y avait au Sierra Leone, il y avait 12 médecins sur une population de 6 millions. Est-ce que Sierra Leone n'a que 12 médecins? Non, il y en a beaucoup plus. Mais seul à Londres, il y en a 13. Et ce sont des médecins sierra-léoniens qui sont venus à Londres pour y pratiquer la médecine. Tandis qu'ils sont effectivement
nécessaires dans leur propre pays. Si vous avez maintenant suivi la situation en Syrie, on vous dit qu'en Aleppo, il n'y a plus de médecins, ils s'enfuient. OK, mais en Allemagne, on est très fiers d'avoir beaucoup de médecins d'Aleppo et de la Syrie. Donc moi, je voudrais savoir quelle est votre idée sur ce brain drain qui pourrait se passer si on ouvre totalement les frontières. Qui sont les gens qui viennent? Est-ce que ce sont les gens qui font vraiment défaut dans vos pays et dont on aurait en fait besoin? Merci. L'ouverture des frontières. Vous savez, il y a énormément de gens. Les gens ont commencé à ne plus rentrer après le durcissement des politiques migratoires. Parce que vous avez l'intime conviction que vous aurez, pour sortir une deuxième fois, vous n'aurez peut-être pas de visa. Donc, en même temps, c'est mieux. Quand vous arrivez ici, autant ne pas repartir puisque vous ne pourrez plus sortir. Le durcissement des politiques migratoires a largement contribué à cette clandestinité-là. Mais si je prends le cas d'une région comme Caille, où l'émigration, c'est une culture. Ce sont eux les premiers qui sont venus depuis toujours. Donc, c'est une tradition, quoi, de père en fils. Et quand le père vieillit, il rentre, son fils peut venir. Ces gens-là ne demandaient pas à rester définitivement ici. Ils veulent juste que la rotation, que ce soit possible, qu'on puisse aller et venir. Moi, je pense que, contrairement à une idée reçue, l'ouverture des frontières ne peut pas être synonyme d'appel d'air, pas nécessairement. Les gens sauront qu'on peut partir. Moi, j'ai vu des gens qui hésitaient à partir. J'ai ma propre nièce qui travaillait dans un hôpital ici, son mari à la banque. Ils étaient bien, ils ont décidé de partir à Bamako. Alors quand ils sont arrivés, ça dit que je lui ai dit, il faut qu'on fasse un bouquin, un entretien, toi et moi. Elle est parfaitement bien au Mali. Elle a ses 4 enfants, quelqu'un pour l'aider à s'occuper des enfants. Son mari continue à faire le va-et-vient. Elle dit, tu sais, tant que tu n'as pas pris la décision de retourner, tu vis dans l'angoisse ici. Tu te dis, que vais-je devenir en rentrant? Mais ceux qui sont allés voir, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi qui sont déçus, qui sont retournés avec des projets ficelés, avec un financement. Ils avaient envie de faire quelque chose. On leur a piqué leur idée, ils n'ont pas pu réaliser leur projet. Il y a des déceptions. Mais il y a des cas aussi de gens aujourd'hui qui retournent, qui se rendent compte qu'il est parfaitement possible de vivre là-bas. Je pense que c'est une proposition dont il faut tenir compte parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Parce que durcir davantage, c'est tuer. Jean dit la faim tue, mais cette manière de gérer les frontières, c'est condamner les gens morts. Maintenant, pour ce qui est des cerveaux, la fuite des cerveaux. La fuite des cerveaux, je prends le cas du Venezuela que je connais bien. Moi, j'allais au Venezuela du temps. Personne ne pouvait s'imaginer que des médecins de ce pays, parce que Venezuela, Cuba, toute cette... Aujourd'hui, on voit ce sont les médecins de ces pays qui, à leur corps défendant, sont obligés de partir en laissant les malades. Pour tout vous dire, le cœur de cette affaire, c'est l'économie et les salaires. Si on peut garantir des salaires décents aux Africains en Afrique, il n'y a aucune raison qu'ils ne restent pas. Mais quand vous savez qu'un Africain à diplôme égal avec un Français, le Français va être payé 10 fois mieux que lui dans le même pays. C'est ça le problème. Les gens demandent à partir parce qu'ils savent qu'un médecin, même s'il est infirmier ici, il gagnera mieux qu'au Nigeria. Mais comment se fait-il que moi, avec mon expérience et les mêmes diplômes, et je me retrouve à Bamako avec des gens qui ont fait les mêmes études que moi, mais le blanc sera payé 4 à 5 fois plus que moi pour des raisons que rien n'explique. Tu connais ton pays, tu sais de quoi tu parles ta langue, mais l'étranger sera mieux payé. Ce sont ces inégalités-là qui sont inacceptables, mais il faudrait passer par toutes ces cases-là, savoir qu'est-ce qui n'a pas marché dans le développement, dont la question des salaires. Pourquoi à diplôme égal, un expatrié doit être un expatrié qui est un émigré aussi? Pourquoi un émigré expatrié blanc en Afrique doit être mieux payé que l'autre en Europe?
Merci pour la question, monsieur. Je profite d'avoir le micro pour dire 3 choses rapidement. D'abord, sur effectivement l'exode des cerveaux et le brain drain que vous dénoncez. C'est une réalité. Aujourd'hui, effectivement, l'Afrique, et pas que l'Afrique d'ailleurs, se vide d'une partie de ses talents et de ses forces vives. La question, c'est qui sommes-nous pour aller dire aux médecins sierra-léonais installés à Londres, qui sommes-nous pour aller dire, dis donc bonhomme, qu'est-ce que tu fais à Londres, tu ferais mieux de retourner dans ton pays. Qui sommes-nous pour aller dire ça? Et donc ce qu'il faut... Je termine, monsieur, s'il vous plaît. Et donc je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces gens viennent de toute façon. Il y a des causes dont on a longuement discuté, mais cette migration, elle se produit de toute façon. Et donc, quand vous demandez qui sont les gens qui viendraient avec l'ouverture des frontières, comme le dit Aminata Traoré, il n'y aura pas d'appel d'air. Ce sont les mêmes personnes que celles qui viennent aujourd'hui, simplement elles viendront dans de meilleures conditions. Depuis 60 ans, le nombre de migrants internationaux n'a pas varié en valeur relative de la population mondiale. C'est 3% de la population mondiale. Alors bien sûr, ce ne sont pas toujours les mêmes, la migration a évolué, mais globalement, la migration internationale, aujourd'hui, c'est un luxe qui reste accessible uniquement aux privilégiés, les plus vulnérables, les plus pauvres, les plus âgés. Ils sont coincés, ils n'ont pas cette opportunité de migrer. Et donc, très souvent, on fantasme sur l'ouverture des frontières en imaginant que ça va faire venir plein de gens. La réalité, c'est que ça ne va pas changer, ou alors très marginalement, le nombre de gens qui viennent simplement parce que les frontières, qu'elles soient fermées ou ouvertes, ne sont pas la variable d'ajustement des flux migratoires. Le meilleur exemple, il est sous nos yeux. Lorsque l'Union européenne a ouvert ses frontières intérieures, a créé Schengen au milieu des années 80, l'Europe du Sud ne s'est pas vidée de sa population. Lorsque les pays d'Europe centrale et d'Europe orientale ont rejoint Schengen, ils ne se sont pas non plus vidés de leur population. La Roumanie est aujourd'hui 6 fois plus pauvre que la Suède, c'est-à-dire le même type de différentiel de développement qu'on peut retrouver entre plusieurs pays européens et des pays d'Afrique. Il n'y a pas eu d'exode massif de Bucarest à Stockholm, simplement parce que ce ne sont pas des frontières ouvertes qui vont décider des gens à partir. Ceux qui veulent migrer migreront de toute façon. Simplement des frontières ouvertes leur permet de le faire dans de meilleures conditions, d'arriver en vie et surtout de sortir de la précarité. Deuxième chose, sur ce que vous disiez sur la montée des populismes. Il ne faut pas nier évidemment la menace que représente la montée des populismes, de la xénophobie et du racisme en Europe. Mais je crois qu'il y a aussi un problème de démission et de manque de courage des politiques qui consiste aussi à suivre ce mouvement. Et j'aurais tendance à croire qu'aujourd'hui, le problème de politique, c'est que trop souvent, ils se placent à la remorque de l'opinion publique, en oubliant que leur rôle fondamental en tant que politique, c'est aussi de façonner et de transformer cette opinion publique. Je ne crois pas que les opinions publiques soient aussi xénophobes qu'on le dit. Simplement, ces opinions publiques sont concernées, préoccupées par la question de l'immigration. Et aujourd'hui, comme on est dans une logique où la gauche et la droite sont à courir derrière l'extrême droite ou à ne plus savoir que faire et comment gérer la question des migrations, on se trouve dans une situation où effectivement l'extrême droite peut alimenter et jouer sur la xénophobie, mais c'est avant tout parce que c'est un terrain qu'on lui a laissé libre, et c'est pour ça que je crois qu'il y a une urgence de la part des forces démocratiques à proposer un projet politique en matière d'asile et d'immigration, sinon bien entendu la xénophobie va augmenter. Mais je crois que lorsqu'on propose un projet sur ces questions d'asile et d'immigration, c'est cela aussi qui fait reculer la xénophobie, et j'ai tendance à croire que le bien entraîne le meilleur, comme le mal entraîne le pire, hélas, sur ces questions. Dernier point rapidement, sur la question utilitariste. Que l'Europe ait besoin de l'immigration, c'est vrai, pour des raisons démographiques, pour des raisons économiques, on le sait. Mais je suis toujours mal à l'aise dans ce débat un peu normatif sur la migration, où on se demande si la migration est une opportunité ou un fardeau. Je crois qu'il faut arrêter d'avoir ce jugement normatif sur les migrants et reconnaître qu'aujourd'hui, c'est une réalité structurelle. Et pouvoir dire avec force que l'immigré qui est chômeur a autant de légitimité à être en Europe que le jeune entrepreneur qui va créer une start-up et créer des dizaines d'emplois. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Sinon, si on verse sur cette pente utilitariste, on se retrouve très facilement dans cette logique d'immigration choisie versus immigration subie.
et précisément que vous dénonciez, monsieur, où on va se retrouver à choisir ceux qui ont le droit de venir, il y a décidé de la légitimité des uns et des autres. Et on continue aujourd'hui, je crois, à enfermer beaucoup les étrangers dans leurs conditions d'étrangers, les migrants dans leurs conditions de migrants, les réfugiés dans leurs conditions de réfugiés, en oubliant que derrière ces mots, il y a des hommes et des femmes qui nous ressemblent profondément. Et c'est le sens de cette campagne que je voudrais souligner, qui s'appelle I am not a refugee, qui vise précisément à essayer de connecter qui sont ces hommes et ces femmes derrière ce vocable de réfugiés. Et je crois que c'est très important de reconnaître aujourd'hui la légitimité de tout cela à être présent, qu'ils soient chômeurs et cancéreux en coûtant des millions à la sécurité sociale, ou qu'ils soient jeunes entrepreneurs en embauchant des gens et en rapportant des millions au budget de l'État. J'ai encore deux petites questions avant de terminer, une là et puis une au fond. Bonsoir. Je tenais vraiment à remercier Madame Traoré parce que je pense que l'Afrique a besoin de femmes comme vous pour avancer, parce qu'avec les hommes, ça ne passe pas. Et ma deuxième... la deuxième question est pour Monsieur le député. Ma question est, quand la Grèce a eu des problèmes il n'y a pas longtemps, l'Europe s'est battue pour la Grèce. Ils ont remué terre pour la Grèce. Et là, l'Afrique, les Africains meurent en mer, l'Europe ne bouge pas. Et là, on se dit, oui, l'Europe est là pour tout le monde, mais je pense que l'Europe est là juste pour ce qui l'arrange. Pour les Africains, on est oublié. Et on parle des humains là, on ne parle pas ni de finances, ni d'argent, on ne parle de rien du tout, on parle des êtres humains. C'est des enfants, c'est des femmes, c'est des jeunes qui ont fui l'Afrique pour juste aider leur famille. Qu'est-ce que maintenant, vous, en tant que député, quand vous allez au Parlement en disant, oui, on est là pour l'Europe, mais derrière vous, il y a des gens qui meurent, des enfants, des femmes qui meurent. Qu'est-ce que vous faites maintenant, actuellement, pour ça? Je vous remercie. Donc, si je vous comprends bien, vous croyez que l'Europe ne fait rien du tout. L'Europe fait quand même beaucoup de choses. Je rappelle quand même que l'Europe est le plus grand bailleur de fonds au monde et qu'il y a d'autres pays ou d'autres continents ou d'autres grands groupes comme la Chine qui ont une politique envers l'Afrique qui est tout à fait différente, qu'on pourrait critiquer aussi. Donc, il ne faut pas dire que l'Europe... que tout est mauvais. L'Europe sauve des gens, et même des soldats sauvent des gens dans la mer. Ils ne sont pas tous sauvés, mais ils sont sauvés aussi. Il y a Frontex, qui a cette mauvaise réputation, qui sauve aussi des gens. Je ne suis pas le plus grand ami de Frontex, mais ils sauvent aussi des gens. Il ne faut pas oublier ça non plus. Malheureusement, il y en a trop qui meurent, oui, ça c'est vrai, mais il y en a aussi qui sont sauvés. C'est quand même pas comme si l'Europe était complètement immobile à tout ce qui se passe. Il faudrait quand même... Il faut quand même dire cela. Et donc, et la Grèce a eu des problèmes financiers, mais la Grèce a eu beaucoup d'autres problèmes. Personne n'a écouté l'Italie et la Grèce quand ils ont les ministres, quand ils ont dit il y en a un problème, il faut nous aider à gérer le flux migratoire. Ça a duré très très longtemps à ce qu'on entende la Grèce et l'Italie. On a commencé à aider, mais malheureusement il n'y a pas tous les pays qui participent et qui sont prêts à partager le fardeau. Et c'est ça un problème. C'est pas seulement l'Europe, c'est aussi un problème des pays membres et des gouvernements des pays membres de l'Union européenne. Voilà. Je m'appelle Latif, je travaille au Luxembourg depuis 2 ans dans une des nombreuses sociétés de gestion que le Luxembourg compte. Et le Luxembourg est un excellent élève mondial dans le domaine de la finance, comme tout le monde le sait, a une grande expertise en matière financière. Ça fait plus de 2 ans nous, au titre de la société de gestion, on essaye d'approcher le ministère, les différents ministères en tout cas, pour poser la question de pourquoi le Luxembourg ne s'est toujours pas, est encore le seul élève parmi les grandes puissances financières européennes à ne pas s'être doté d'un outil pragmatique d'investissement à la source pour s'attaquer aux problèmes économiques à la source en créant des emplois, c'est-à-dire un fonds d'investissement souverain dédié au développement. Et pourquoi le Luxembourg est le seul pays
parmi toutes les autres puissances européennes, que sont la France, l'Allemagne, etc., qui ont tous un outil. Nous avons livré des études concrètes et formelles à ce sujet au ministère. Mais jusqu'à aujourd'hui, on nous explique qu'entre la coopération et l'économie, il y a des budgets et que ces sujets doivent attendre, qu'il faille être patient. Mais est-ce qu'on peut expliquer ça au vu de l'urgence des situations, au vu de la paupérisation justement des économies à la fois européennes mais africaines depuis le temps qu'on en discute, et surtout de toutes ces conséquences qui sont migratoires, qui étaient uniquement un des facteurs que nous avons pointés, qui était l'immigration économique de fait, parce que ces gens-là n'ont plus le choix. Donc ma question est la suivante. Quand est-ce que le Luxembourg, parmi les exemples mondiaux de la finance, va pouvoir mettre en place ces outils pragmatiques pour pouvoir vraiment s'attaquer au cœur du sujet? C'est bien sûr une question très très difficile et je dois avouer que je ne suis pas spécialiste en toutes les matières et je suis prêt tout à l'heure à échanger nos coordonnées et j'aimerais bien vous recevoir avec d'autres collègues et on pourra discuter de vos propositions et puis après je pourrai poser les questions en commission au ministre responsable. C'est un sujet qui me paraît intéressant mais je suis honnête, je ne peux pas vous donner une réponse directe à votre question et à vos propositions. Merci. Merci beaucoup à tout le monde. Je donne la parole de la fin à Serge. Rassurez-vous, je serai bref. Je crois que la frustration de ceux qui n'ont pas réussi à poser leurs questions est une motivation supplémentaire pour continuer le travail que nous avons en fait démarré avec cette soirée ici. Donc nous allons continuer au sein du cercle à travailler sur la question migration et développement et les bonnes volontés ici présentes dans la salle qui voudraient se joindre à notre petit groupe sont les bienvenus. Nous aurons une suite beaucoup plus immédiate, à savoir mardi prochain, avec l'avant-première de Fuoco Amar, et je m'excuse pour la prononciation, donc le film de Gianfranco Rosi qui se passe à Lampedusa. Nous aurons dans la salle, après le film, des témoins qui ont traversé sains et saufs la Méditerranée, un sauveteur. Donc, si vous voulez venir à cette avant-première, vous connaissez le système de Utopia Limpasperch, vous prenez le téléphone et vous réservez 1, 2, 3 ou autant de places que vous voulez. Nous allons faire aussi des séances scolaires pour ce même film et nous sommes en train de faire un dossier pédagogique pour les classes qui y viendront. Je tiens à remercier tout d'abord vous et votre patience et surtout ceux qui ont dû rester debout, mais aussi tous les intervenants ici, Jean, Aminata, François, Marc et Christiane, pour nous avoir, je crois, fourni pas mal d'éléments de réflexion et qui sait d'action. Merci, le pot vous attend.